Saviez-vous qu'il y a plus de 600 maladies répertoriées comme neurodégénératives? Ce sont des maladies qui provoquent la dégénérescence des neurones. Elles peuvent être de plusieurs origines, soit génétiques ou héréditaires, ou même quelquefois du fait de la détérioration du système nerveux. Différentes conditions peuvent augmenter le risque de développer celles-ci, comme le fait de fumer, de boire, l'exposition à des produits chimiques et d'autres. Celles-ci peuvent aussi s'aggraver avec le vieillissement. La détérioration des neurones affecte plusieurs fonctions de notre corps. Dépendamment de la maladie neurodégénérative, la transmission de certains signaux de neurone en neurone est en jeu et cela peut donc perturber la coordination des mouvements et la communication sensorielle. L'enjeu de ces maladies est que ces cellules nerveuses ne se régénèrent pas. Ces maladies sont graves et même parfois mortelles, et la majorité n'a aucun remède. On ne peut que soulager les symptômes. La maladie de Huntington, l'ataxie héréditaire, la sclérose en plaques sont des exemples de maladies neurodégénératives. Mais les deux principales, celles qui sont les plus connues et comptant le plus grand nombre de victimes, sont l'Alzheimer et le Parkinson. La maladie d'Alzheimer prend des allures épidémiques. Un nouveau diagnostic tombe toutes les 56 secondes. L'Alzheimer est une condition réversible assez complexe que je tenterai de démystifier avec vous dans les prochaines minutes. Donc, les anomalies prennent place très tôt dans le cerveau. On parle d'environ 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Lors du diagnostic, 70% des neurones sont déjà atteints. La maladie d'Alzheimer comporte deux visages, soit la forme jeune agressive et la forme commune. La forme jeune agressive se manifeste au début de la quarantaine. Celle-ci résulte d'une mutation génétique qui touche uniquement 1% des patients atteints de la maladie. Les symptômes chez la forme commune se développent plutôt vers la mi-soixantaine. Le principal facteur de risque de cette forme, c'est le vieillissement. C'est pourquoi le 3/4 des gens atteints de ce trouble neurocognitif sont des femmes, puisqu'elles vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. La maladie d'Alzheimer est définie par deux types de lésions, soit le dépôt de la protéine tau et la protéine bêta-amyloïde. C'est la protéine tau qui apparaît généralement en premier dans le cerveau. Donc, celle-ci s'accumule à l'intérieur du neurone lorsqu'elle est mal dégradée. Cela crée des enchevêtrements qui, avec le temps, occasionnent la dégénérescence du neurone. Comme les souvenirs circulent sous forme de signaux qui se transmettent d'un neurone à un autre, moins de neurones affectent la communication. Plus tard, apparaît la protéine bêta-amyloïde qui, elle, s'accumule autour du neurone. Donc là, le neurone en santé, il doit contourner les plaques amyloïdes pour pouvoir se reconnecter. C'est donc la présence de ces deux protéines-là qui déclenche des problèmes cognitifs. Parlons maintenant de l'évolution de la maladie dans le cerveau, qui, notons bien, est propre à chaque patient. Donc la maladie débute normalement dans l'hippocampe, là où se logent nos souvenirs. Ça affecte notre mémoire à court terme. Donc on cherche ses mots, notre humeur change et on perd tranquillement l'orientation du temps. Ensuite, la maladie se propage dans les lobes temporaux. On remarque une perte d'autonomie et une certaine confusion. On a de la difficulté à suivre une conversation. Par la suite, elle affecte les lobes frontaux. Donc là, le jugement s'altère, l'assistance devient nécessaire et la communication devient de plus en plus difficile, voire inexistante. Au dernier stade de la maladie d'Alzheimer, pratiquement tout le cerveau est atteint. Les connexions neuronales ne se font plus. Des symptômes plus importants apparaissent, tels que l'errance, la désinhibition et une grande désorganisation. Cela peut apporter des sévères troubles de comportement qui deviennent difficilement gérables. Même si la maladie d'Alzheimer n'est pas curative, il est tout de même possible de diminuer les risques de développer la maladie en entretenant de saines habitudes de vie. Donc, avoir une alimentation équilibrée, faire des activités sociales, physiques, intellectuelles, ainsi qu'une bonne gestion des facteurs de risque vasculaires, tels que l'hypertension, le cholestérol et le diabète, sont tous des moyens de prévenir la maladie. Qui a du Parkinson? C'est aussi une maladie neurodégénérative. Celle-ci attaque une certaine population de neurones qui sont importantes pour le contrôle des mouvements. Elles se nomment les neurones dopaminergiques. Ils sont situés dans les noyaux centraux du cerveau. Cette maladie les détruit progressivement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. La dopamine est indispensable au contrôle des mouvements, surtout les mouvements automatiques, manger, écrire et les expressions faciales par exemple.
La disparition de ces neurones réduit la dopamine dans le cerveau, ce qui amène le malade à devoir penser à ce mouvement, qui avant était fait automatiquement. La dopamine est aussi importante pour la motivation. C'est pour cela que le malade peut parfois manquer d'intérêt pour des situations, mais peut avoir d'empathie pour ses proches. Seulement lorsque 50% à 70% des neurones dopaminergiques sont détruits, que les symptômes moteurs font leur apparition. C'est généralement à ce moment que le malade se fait diagnostiquer. Il y a 3 symptômes majeurs qui aident au diagnostic: la raideur musculaire, la lenteur à initier les mouvements et le tremblement au repos. Chaque malade a des symptômes différents. Les symptômes se manifestent souvent d'un seul côté du corps. Ceci s'appelle des manifestations asymétriques. Par exemple, le côté droit va être affecté. Donc, c'est seulement son bras droit qui va avoir la difficulté à bouger. Le premier symptôme, le plus apparent, est la difficulté à initier les mouvements, plus précisément la kinésie. Le malade le ressent, pour commencer, par de la fatigue, de l'engourdissement ou la sensation d'être bloqué. C'est avec l'évolution de la maladie que le malade devient incapable d'effectuer le mouvement. Le deuxième symptôme est la raideur musculaire. Ce symptôme s'agit de tension musculaire excessive, entraînant des crampes musculaires ou tendineuses, et le patient peut se sentir constamment crispé, raide. La rigidité se concentre plus souvent autour de la colonne vertébrale, ce qui amène une posture voûtée, c'est-à-dire tête penchée vers l'avant, les épaules au ventre et le dos courbé. Contrairement à ce que la majorité des gens peuvent penser, le tremblement n'est pas le symptôme principal de cette maladie. C'est le distingue pour un tremblement au repos, lorsque le membre du corps n'effectue aucun mouvement. Par exemple, le symptôme qu'on appelle the rolling pill, les patients vont faire ça comme ça lorsqu'il ne faut aucun mouvement. La personne entre pas en mouvement, comme je viens de dire, le tremblement va cesser. Le symptôme peut faire son apparition quelques années après l'évolution de la maladie. C'est plutôt un tremblement lent, régulier et peu ample. En général, le tremblement disparaît au sommeil. Seulement 64% des patients atteints tremblent. Donc, ce n'est pas parce que tu trembles que tu as le Parkinson, c'est pas parce que tu as le Parkinson que tu vas absolument trembler. C'est complètement différent les deux, c'est juste un symptôme qui peut être associé. Contrairement à l'Alzheimer, des traitements sont disponibles pour améliorer la qualité de vie des patients. Mais l'évolution n'est pas arrêtée. Les traitements arrêtent souvent les tremblements. Le but du traitement est de compenser le déficit en dopamine en essayant d'apporter la dopamine aux patients. Pour le Parkinson, les premiers symptômes apparaissent vers la fin cinquantaine, contrairement à ceux de l'Alzheimer, qui apparaissent plus tard, environ dans la mi-soixantaine. Bien qu'il n'y ait aucun médicament pour soigner les maladies neurodégénératives, plusieurs scientifiques travaillent pour en développer, surtout pour l'Alzheimer et le Parkinson. C'est en 2006 qu'une équipe de neurologues québécois de l'Université McGill ont découvert que l'enzyme Caspase-6 était fortement activée dans la région des lésions cérébrales associées à l'Alzheimer. Elle jouerait donc un rôle important dans la perte de la mémoire. L'équipe n'a pas trouvé d'inhibiteur spécifique pour cette enzyme. Cependant, celle-ci a mis au point des inhibiteurs de la caspase 1, la protéine qui active la caspase 6 pour traiter la perte de la mémoire que cause l'Alzheimer. Suite à des évaluations sur une souris ayant l'Alzheimer, les résultats sont concluants et le médicament a même un effet bénéfique sur celle-ci. On pouvait observer dans le cerveau de ces souris une inversion rapide de la perte de la mémoire, une élimination de l'inflammation dans le cerveau et l'arrêt de l'accumulation des peptides amyloïdes. De plus, le médicament à partir d'un inhibiteur de la caspase 1 serait non toxique pour les humains. Mais plusieurs tests restent à faire avant de le tester sur ceux-ci. Il existe aussi le programme conjoint de l'Union européenne sur les maladies neurodégénératives, le JNPD, qui est la plus grande initiative de recherche sur les maladies neurodégénératives. Son but est de trouver un remède contre ces maladies, d'améliorer les conditions de vie des patients et d'amoindrir les impacts sociaux et économiques sur ceux-ci. Il tente aussi de trouver un moyen pour permettre un diagnostic précoce pour pouvoir retarder le plus longtemps possible l'apparition et les symptômes qui sont liés à une maladie neurodégénérative. En chiffres, 565 000 Canadiens sont atteints d'une maladie neurodégénérative. Et dans 15 ans, on estime qu'il y en aura 1 million de Canadiens atteints. L'une des raisons de cette augmentation est surtout due au vieillissement de la cohorte des baby boomers, qui ont commencé à atteindre les 65 ans et donc augmentent par le fait même les diagnostics de ces maladies.